Bonsoir. Alors, je m'appelle Cyril Jacquier, je suis ingénieur en informatique. Je travaille principalement dans le domaine de Linux embarqué. Alors, au contraire de Holger, je ne vais pas trop toucher tout ce qui est Ubuntu, kernel. Je travaille plutôt dans le user space, en fait. Et puis, je travaille actuellement pour une petite société du canton de Fribourg qui s'appelle Aziril, qui est basée à Villa-Saint-Pierre et qui développe et produit des feeders flexibles. Alors, si vous voulez savoir un peu plus à quoi ressemble un feeder flexible, je vous invite à aller sur le site web de la compagnie Aziril, ASYRIL.com. Vous pourrez voir un peu à quoi ressemble un feeder flexible. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de feeder flexible, je vais vous parler de Fail to Ban. C'est en fait un projet que j'ai démarré il y a maintenant 15 ans, et puis un projet open source, et puis ce projet est en fait encore actif aujourd'hui. Et voilà, donc en fait, j'ai commencé en 2004, le projet a évolué, je m'en suis un peu désintéressé. Actuellement, je ne suis plus actif sur le projet, mais le projet vit toujours grâce à cette communauté open source. Juste pour info, j'ai déjà fait un peu cette même présentation en 2016, ici même, pour les Free Software Days. Donc, ceux qui étaient déjà présents, je suis désolé, il n'y aura pas énormément d'informations nouvelles. Je vais commencer quand même par, ça va pas être une présentation technique, ça va être plutôt un historique en fait de l'outil. Je vais quand même vous présenter ce que peut faire Fail to Ban, à quoi ça ressemble, et je vais plutôt m'attarder sur l'historique, donc en fait sur cette partie ici. J'ai mis un peu égocentrique parce que c'est vraiment de mon point de vue, j'étais actif pendant vraiment actif pendant les premières années, les 5, 6, 7 premières années du projet. Ensuite, je m'en suis détaché. Donc, du coup, j'ai eu un peu je connais l'histoire de l'outil parce que forcément, je m'y intéresse toujours un petit peu, mais c'est via les mailing lists et GitHub. Donc, je suis un peu moins impliqué. Donc, j'espère que ça ne sera pas trop faux ce que je vais vous raconter, surtout à la fin de l'histoire. Et c'est pour ça que c'est vraiment mon point de vue sur le projet. Et je finirai par une conclusion et des questions. Donc en fait, Fail to Ban, c'est un outil qui va monitorer, qui va scanner des fichiers de log de manière à détecter des tentatives de connexion et qui va justement essayer de bannir ces hôtes qui tentent de pénétrer un système. Pour arriver à bannir ces utilisateurs, ces machines, le système va rajouter des règles dans le firewall du système. Un des avantages aussi de cet outil, c'est qu'il vient out of the box avec un grand nombre de services supportés. Donc l'utilisateur souvent n'a rien besoin de faire, il suffit d'activer le bon service pour avoir la protection. Et même si le service que vous désirez protéger n'est pas par défaut disponible, c'est relativement facile de créer de modifier la configuration pour supporter un nouveau service. Donc un concept important dans Fail to Ban, c'est le concept de filtre. Les filtres, c'est un peu les entrées du programme. Ce sont en fait principalement des expressions régulières qui vont essayer de matcher des patterns dans ces fichiers de log. Vous trouverez ces fichiers dans le repository sous config filter.d, c'est des fichiers texte. Et puis on a ici un exemple, donc on voit ici par exemple pour SSH, on va essayer de matcher ici dans ce cas-là invalide user, le nom d'utilisateur, peu importe, from, et là on a une balise qui va nous indiquer que ça correspond à l'hôte. Donc, en fait, soit une adresse IP, soit un hostname. Un petit conseil, il y a un outil qui s'appelle Fail to Ban regex qui permet de tester justement ces expressions régulières qui sont des fois un petit peu compliquées à écrire. Cet outil permet de les tester avant de mettre le tout en production. Une autre partie de l'outil, ce sont les actions, ce qu'on peut considérer comme les sorties. Donc, il y a plusieurs actions qui vont être exécutées à plusieurs moments. On a le action start et action stop qui sont exécutés au moment où une prison, une jail, je vous expliquerai un peu ce que c'est après,
va démarrer. Donc là, c'est simplement, par exemple, pour mettre en place des chaînes dans le firewall, des chaînes par défaut, qui vont être utilisées ensuite par l'outil. On a Action Check, qui va permettre de... Ça, c'est juste un check de consistance. Donc, si ce check passe, tout est bon. Si ça passe pas, on va appeler Action Stop et Action Start, encore une fois, pour mettre les choses de niveau. Et les plus importantes sont Action Ban et Action Unban, qui vont permettre, là, justement, de bloquer ou de débloquer un utilisateur, par exemple. Là encore, c'est défini sous forme de fichier texte avec les actions par défaut disponibles dans ce répertoire. Ici, on voit un exemple, par exemple, pour IP Tables. Donc là, le Action Ban, on voit qu'il y a c'est justement cette action, cette commande qui va être exécutée. On a des balises qui vont être remplacées au runtime par fail to ban, et entre autres, justement, cette IP qui va correspondre ici à l'IP de l'hôte à bannir. Là, c'est un petit schéma de l'architecture du logiciel. Donc, on voit ici qu'on a une partie client-serveur. Donc, le serveur, c'est un daemon en fait, qui tourne en tâche de fond. Et ce daemon ne va pas du tout interagir avec la configuration. Il va recevoir sa configuration via le client. Le client a également l'interface utilisateur. Donc, c'est l'outil que l'utilisateur utilise pour configurer et interagir avec le serveur. D'ailleurs, ça me fait penser, j'utilise beaucoup Docker ces jours, et en fait, ce principe-là, je le retrouve un peu dans Docker, justement. Ensuite, au niveau du serveur, on a ces prisons, ces jails. Donc, en fait, une prison correspond à un filtre et plusieurs actions. On peut avoir, par exemple, une prison pour SSH, une prison pour un serveur web, pour un serveur FTP. Donc, une seule instance de fail to ban peut gérer ces différents services. On a ici le filtre. Donc le filtre, en fait, c'est lui qui va lire, qui va monitorer les fichiers de log. Il le fait de manière soit par polling, ou soit de manière un peu plus intelligente, par exemple via iNotify, donc il reçoit les notifications du kernel lorsqu'un fichier a été changé, de manière à être un peu plus efficace. Quand on a découvert, quand le système en fait a réussi à matcher une expression régulière, il va générer un fail ticket qui va arriver dans une base de données, on peut dire. Et lorsque suffisamment de tickets ont été créés pour un hôte particulier, le système va générer un ban ticket qui, lui, va justement trigger les différentes actions. Donc, par exemple, ici, une action pourrait être l'ajout d'une règle via iptables pour bloquer l'utilisateur. Une deuxième action qui pourrait être exécutée, ça pourrait être, par exemple, l'envoi d'un email à un administrateur pour lui signaler qu'il y a eu une tentative d'intrusion, par exemple. Voilà, donc maintenant, l'historique, en fait, comment est-ce que ça a commencé? Ça a commencé en 2004. J'étais, à l'époque, encore étudiant en informatique à l'EPFL. Et puis, j'avais envie d'apprendre un nouveau langage de programmation. On avait fait de l'ADA, du Java, du Scala. C'était les débuts du Scala. On avait fait peut-être un peu de C++, mais j'avais envie d'apprendre autre chose. Et puis, j'ai regardé, je ne sais plus, quelques langages. Il me semble que j'ai regardé Perl, mais je suis vite parti à la course. Et puis, j'ai trouvé Python assez sympa. Et je me suis dit, bah voilà, je vais apprendre le Python. Et puis, à cette époque, j'ai aussi eu, mes parents ont aussi eu leur première ligne ADSL. Donc avant, c'était connexion par modem, donc il fallait se connecter, il fallait vite charger quelques pages et vite se déconnecter pour que ça coûte pas trop cher. Et là, j'avais enfin la possibilité de pouvoir installer un serveur Linux permanent sur ma connexion. Donc forcément, je l'ai fait. Et puis, j'ai également installé un serveur SSH pour pouvoir accéder à ma machine depuis, par exemple, depuis l'école ou comme ça. Relativement vite, j'ai constaté que, en fait, il y avait des gens ou des choses, en fait, des scripts qui essayaient de se connecter à ma machine, et j'avais en fait dans mes logs tout un tas d'erreurs de ce type-là. Donc en fait, on voit ici que toutes les secondes, quelqu'un ou quelque chose ou un script en fait essaye de se connecter sur ma machine. Donc du coup, je me suis dit, idéalement, il faudrait pouvoir bloquer ça au niveau du firewall, que ça n'arrive pas jusqu'à mon serveur SSH pour me protéger. Et je me suis dit qu'en fait, ça pourrait faire un bon projet pour
apprendre le Python. Python permet de travailler avec des strings de manière assez facile, donc ça m'avait l'air d'être une bonne idée. Et puis je me suis dit aussi, tiens, pourquoi ne pas en faire un projet open source? À l'époque, déjà, j'utilisais pas mal d'open source, donc Linux sur mon laptop, j'avais justement Linux sur mon serveur à la maison. Donc j'avais aussi envie de contribuer. Je me disais, voilà, moi j'utilise ça, j'ai envie de donner quelque chose aussi à la communauté au final. C'est pour ça qu'en fait j'ai mis ce projet sur SourceForge, qui était un peu le GitHub de l'époque. Je crois que maintenant c'est pas mal redescendu, mais voilà, donc j'ai mis sur SourceForge et j'ai décidé de le mettre sous licence GPL, la version 2. Là, je me suis pas trop posé de questions en fait de licence. Ça m'intéressait pas trop. J'ai vu que voilà, la GPL2 c'était utilisé dans beaucoup de projets. Ça avait l'air d'assez bien correspondre à ce que je voulais faire. Donc je me suis dit voilà, c'est parti, GPL2. Et puis c'est d'ailleurs toujours là, c'est la licence actuelle du programme. Les premières versions de Fail2Ban, elles ont été vraiment que targetées pour SSH. Mais j'ai assez rapidement commencé à essayer de l'étendre à d'autres services. J'ai vu que j'avais aussi un serveur web, un serveur FTP, et j'ai vu aussi que pour ces services-là, il y a des gens qui essayaient de faire des trucs un peu bizarres. Et puis, du coup, j'ai ajouté le support pour ces services-là, et j'ai réalisé la première version stable en 2006, à peu près 1 an et demi, 2 ans après, la version 0.6. Et puis, je me suis pas endormi parce que j'ai continué en fait, j'ai complètement réécrit le programme après cette version pour en faire une version 0.7, une version de développement qui avait justement une architecture complètement différente, qui est d'ailleurs l'architecture, plus ou moins l'architecture que je vous ai montré avant, et qui est d'ailleurs encore l'architecture présente aujourd'hui dans le programme. J'ai essayé du coup de mettre plein de nouvelles choses dedans. J'étais encore étudiant, où je finissais gentiment mes études, et j'avais pas vraiment entendu parler ou j'avais jamais vraiment fait de unit test par exemple, et donc c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter, que j'ai pu apprendre avec Fail2Ban. J'ai mis des threads dedans avec bien sûr tous les problèmes que ça cause, et j'ai également aussi mis en place cette architecture client-serveur pour communiquer entre les deux. Parallèlement à ça, il y avait toujours, le projet était toujours sur SourceForge, et il y avait toujours plus de gens qui étaient intéressés et qui étaient aussi impliqués dans le projet, qui commençaient à faire à soumettre des contributions. Et c'est aussi à ce moment-là, en fait, que Yaroslav Alchenko, qui habite aux États-Unis, qui est devenu un contributeur régulier relativement tôt. Il est également devenu maintainer Debian quasiment à la même époque. Et puis, du coup, c'est lui qui s'est occupé de packager Fail2Ban en fait pour Debian. Et là, je pense qu'il a fait vraiment un bon job. Et puis, du coup, en tout cas sous Debian, il suffisait d'installer vraiment le package pour que ça fonctionne avec la plupart des services disponibles sur Debian. Donc, c'était tout bien préparé pour que ça fonctionne pour Debian. Et je pense que ça a aussi beaucoup aidé pour la popularité en fait de l'outil. Donc en fait, j'ai travaillé sur cette version 0.7 de développement, et j'ai finalement pu sortir la version 0.8, la version stable. D'ailleurs là, pour la petite histoire, vous voyez que j'avais repris ce numbering, ce numéro de version du kernel Linux. À l'époque, il y avait les versions paires qui étaient stables et les versions impaires qui étaient des versions de développement. Donc je me suis dit que je pouvais reprendre ça aussi pour mon logiciel. Et puis donc cette version 0.8, donc elle supportait là, alors elle commençait à supporter plus de services. On avait plus de filtres, donc pour plus de log files, et on avait également plus d'actions, donc différents types de firewall, toujours iptables, mais d'autres types de firewall, également des notifications par email et ce genre de choses. J'ai eu aussi toujours plus de contributions de gens différentes, mais ça a toujours été en fait des contributions relativement petites, on va dire. Donc justement, la plupart des utilisateurs fournissaient des mises à jour ou des additions de configuration. Donc en fait, c'est regex.
C'était le plus gros des contributions. Donc les gens ajoutaient le support pour le service qui les intéressait et proposaient ce changement qu'on intégrait en général dans le repository officiel. Mais il n'y a jamais eu trop de grosses innovations, de gros changements de code par des personnes, par des contributeurs. En fait. Et de mon côté, j'ai un peu, voilà, je commençais un peu à perdre le feu. En fait, j'avais plus trop de bonnes idées, de nouvelles features à ajouter. Et puis voilà, j'ai aussi commencé un peu à perdre l'intérêt en fait pour travailler sur ce projet. J'avais envie d'apprendre d'autres choses. Donc j'avais appris le Python avec Fail2Ban et là il y avait justement Android qui commençait à pointer son nez et du coup je me suis intéressé aussi à cette technologie. Et puis j'ai eu beaucoup de projets personnels également, mariage, enfants, j'ai 2 petites filles. Maison, justement j'ai eu beaucoup de choses qui ont fait que mes loisirs se sont réduits et du coup ces contributions open source faisaient partie de mes loisirs et du coup ça s'est restreint. Mais heureusement en fait la communauté a continué à maintenir et à développer l'outil. Et quand je parle de la communauté, je parle aussi surtout d'un noyau de développeurs. En fait, il y a toujours eu en fait quelques personnes, pas beaucoup, 1, 2, 3 personnes qui ont toujours été là et qui ont justement qui ont veillé justement au release, au bug fix, à tout ce genre de choses. Quoi. Il y a toujours eu plein de petites contributions, mais le gros du travail a toujours été fait par un sous-ensemble, on va dire, de personnes. Et aussi un élément important, c'est que la communauté, c'est également ces core développeurs, comme je les ai appelés ici, ils ont aussi toujours continué à bien développer, à bien supporter les utilisateurs, principalement sur la mailing list. Il y a toujours une mailing list pour les utilisateurs, pour les bugs ou pour l'aide et ce genre de choses. En 2011, le projet a été déplacé sur GitHub. Et puis, on peut dire que dans cette période-là, c'est justement Yaroslav qui a été un peu le leader du projet. Il n'y a jamais eu, j'ai mis ici kind of, parce que je pense qu'il n'y a jamais eu vraiment de leader officiel. Ça c'est toujours fait de manière assez naturelle. Il y a toujours quelqu'un qui a pris un peu la responsabilité et qui a géré les releases et ce genre de choses. On a eu en 2014, il y a eu une nouvelle version majeure, la 09. Donc là, on voit que les développeurs actuels ont laissé tomber le impair, pair, impair pour stable et pas stable. Donc là, la 09, c'est une version stable qui a vu le support de Python 3 apparaître. Il y a eu pas mal de grosses features là. Donc ici, c'est justement ces quelques développeurs qui ont mis en place ces changements. Et à ce moment-là, justement, on commence à avoir vraiment beaucoup de services qui sont supportés out of the box. Et on a genre ici environ plus ou moins 80 services et une 50aine d'actions, donc différents types de firewall et ce genre de choses après email et tout ça. Et là, à cette époque, on retrouve toujours justement Yaroslav qui a toujours été présent ici, et puis 2 nouvelles personnes, Steven et Daniel, que je ne connais, que j'ai jamais rencontré. Yaroslav, je l'ai jamais rencontré non plus, mais Steven et Daniel, j'ai jamais eu vraiment de contact avec eux. Donc ça, c'est vraiment là, j'étais déjà moi plus du tout carrément dans le projet. Et ces gens sont venus, je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais ils ont eu de l'intérêt, ils sont venus, ils ont développé ces features, ils ont fait cette version 09 avec tous ces changements, et voilà. Et en tout cas, à l'heure actuelle, les deux sont plus actifs en fait dans le projet. En 2017, donc ça c'est une nouvelle slide par rapport à 2016, hein, quand j'avais fait la première présentation. J'ai mis à jour quand même. Donc en 2017, il y a eu une nouvelle version, la 0.10, où là on a eu le support ils ont rajouté le support de IPv6. Donc ça c'était déjà une feature qui était demandée. Je me souviens à l'époque quand moi je
bosser encore dessus. C'était quelque chose que les utilisateurs demandaient déjà, mais qui n'était pas très haute dans nos priorités, dans nos backlog, comme on peut dire maintenant. Et puis voilà, donc d'autres features, j'ai pas tout listé, mais l'outil est en fait encore bien développé par justement maintenant Sergey, qui est, je pense, vraiment maintenant le leader et la personne la plus active sur le projet. Donc là, je regardais encore aujourd'hui, là, sur la mailing list, il répond aux utilisateurs. C'est lui actuellement qui est vraiment à fond, je dirais, dans le projet. Alors lui également, je ne l'ai jamais rencontré, je ne connais pas cette personne, mais toujours est-il voilà, qu'elle continue à travailler sur cet outil, à maintenir cet outil. Et on a aussi Yaroslav qui est toujours là. Donc lui a vraiment été depuis le début. Je pense que c'est autant son projet que le mien, du coup, parce qu'il a vraiment été là dès le départ. Et puis lui, il est toujours un peu ici. Donc là, ces dernières années, je crois qu'il est un peu moins présent, mais je le vois toujours avec quelques commits de temps en temps. Là, sur GitHub, on voit qu'il y a 174 contributeurs qui sont listés. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, le gros des contributions, je pense qu'elle est faite par les 5 premiers, je pense. Donc là, moi, je commence à partir dans les fins fonds, non pas dans les fins fonds encore, mais je suis plus vraiment dans le top. Et on voit là, par exemple, Sergey, qui lui justement a fait, là, ces dernières années, a fait vraiment un énorme travail sur l'outil pour le faire, pour continuer à le faire vivre. Pour conclure, en fait, je dirais que j'ai appris énormément de choses sur ce projet en participant, en créant ce projet. Donc j'ai appris déjà Python, c'était mon but premier, je pense que le but a été atteint pour moi. J'ai également appris justement à faire des release notes, à gérer des bugs, un bug tracker, à voir comment gérer comment discuter avec les utilisateurs, comment gérer les demandes de features. Il y a des fois des utilisateurs qui demandent des features, mais ça ne correspond pas vraiment à la vision qu'on a de l'outil. Donc il faut arriver à expliquer tout ça aux gens. C'est des choses que j'ai appris durant ce projet. C'était justement aussi un peu à la fin de mes études, début de ma carrière, on va dire. Puis du coup, c'est des choses qui m'ont été aussi utiles pour la suite. J'ai eu la chance de partager des connaissances avec des gens justement que j'ai jamais vu, et j'ai vraiment bien aimé cette expérience en fait de partager avec des personnes du monde entier en fait qui avaient simplement un but, qui trouvaient simplement cet outil intéressant et qui n'ont pas demandé d'argent, qui étaient là vraiment pour partager. Et puis, entre autres, Yaroslav, par exemple, on avait prévu de se rencontrer une fois, ça s'est malheureusement pas fait, donc je regrette un peu, j'aurais bien aimé le voir au moins une fois, parce qu'avec lui, au début, j'ai vraiment eu énormément de contacts, justement par chat, Skype et autres. Donc c'est une personne que j'aurais bien aimé rencontrer, ça s'est malheureusement pas fait, mais voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir en tout cas à travailler avec ces gens. Et puis je dirais que c'est important de toujours écouter vos utilisateurs et de les aider. Donc là, c'est aussi, à mon avis, un des éléments qui a fait un peu la popularité de l'outil, c'est que je pense qu'on a toujours été assez réactif sur les mailing lists pour aider les utilisateurs. On a toujours essayé de comprendre un peu leurs besoins pour pouvoir adapter ajouter leurs features. Et je pense que ça a aidé vraiment à populariser l'outil, et ceci parce que justement ces utilisateurs-là, comme ils étaient contents de l'outil, du coup ils ont blogué à propos du programme, ils ont écrit des tutoriaux, ils ont écrit de la documentation. Donc personnellement, moi j'ai jamais vraiment blogué ou fait de la pub pour l'outil. C'est en fait les utilisateurs qui s'en sont chargés, et je pense que c'est la meilleure pub que Fail2Ban pouvait avoir, parce que c'est comme ça que ça s'est répandu le plus rapidement. Un petit conseil, moi je pense que c'est bien, si vous avez envie de faire un projet comme ça, je pense que c'est bien de commencer par essayer de résoudre vos propres problèmes. C'est un peu ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait en fait. J'avais ce problème de gens qui se connectaient sur ma machine, et du coup je me suis dit que j'allais résoudre ce problème-là. Et puis quand on essaye de résoudre ses propres problèmes, on a une bonne vision
du produit, de ce que doit faire en fait le projet. Et ça, je pense que c'est important d'avoir une bonne vision pour le projet. Là, je savais ce que Fail2Ban devait faire, dans quelle direction j'avais envie qu'il aille, et je pense que c'est important. À l'époque, c'était déjà facile de starter, en fait, de démarrer un projet open source. Il y avait déjà SourceForge, aujourd'hui il y a GitHub, c'est encore plus simple, je pense, de démarrer un projet open source. En 5 minutes, c'est fait. Vous avez encore maintenant tout ce qui est intégration continue et tout ça qui peut s'intégrer directement. Donc, je dirais, si vous avez une bonne idée, n'hésitez pas à contribuer. Et puis, pour finir, je dirais que Fail2Ban a besoin de vous. Donc, si vous connaissez l'outil, si vous l'aimez, n'hésitez pas à contribuer. C'est comme ça que l'outil, en fait, a vécu pendant 15 ans maintenant. Et puis, voilà, j'espère qu'il va continuer à vivre au moins aussi longtemps. Et puis, on verra ce que ça donne. Mais c'est justement grâce à la communauté que cet outil a pu survivre. Voilà. Donc, voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Des questions? Moi, j'en ai quand même une, peut-être. Finalement, tu as commencé ce projet, hein, fantastique. Après, il y a des contributeurs qui sont venus dessus. Comment est-ce que tu leur as donné la main à ces gens-là? Parce que c'est toi qui avais ça chez toi, quand même. C'est toi qui avais des droits d'écriture sur ce dépôt. Alors, je leur ai donné les droits d'écriture sur le dépôt. C'est fini, quoi. C'est fini. Oui, en fait, ça s'est passé un peu comme ça. Donc, en fait, voilà, Yaroslav, c'était le premier vraiment à contribuer. Donc, lui avait du coup aussi les droits d'écriture, les droits, était aussi sur SourceForge, finalement, après aussi propriétaire du projet. Et puis du coup après je pense ça s'est passé en fait de personne en personne. Donc en fait c'est les personnes qui sont actives maintenant, c'est justement un peu ces core développeurs là qui justement qui gèrent un peu ces choses là. Donc supposons que vous avez un problème, un bug, il y a toujours plusieurs solutions. Est-ce que vous avez vous coordonné d'une certaine manière, ou est-ce que c'est juste un contributeur qui se dit on peut résoudre ce problème de telle manière, donc je le fais, et ensuite vous avez décidé d'accepter cette solution ou pas? En fait, la plupart du temps, en tout cas du temps où moi je travaillais sur l'outil, c'est vrai que la plupart du temps c'était plutôt des bugs. C'était plutôt des bugs, des rapports de bugs en fait. C'est plutôt tout ce qui est bug vraiment, c'est plutôt moi ou les autres core développeurs, on va dire, qui les fixaient. Après, justement, on avait plutôt donc du coup là il n'y avait pas énormément de coordination, mais la coordination se faisait directement dans le ticket en fait, dans le bug tracker comme ça. Souvent il y a des gens aussi qui proposaient directement un patch. Donc là le patch en général moi je le prenais, je regardais si c'était bon, je l'appliquais, je changeais 2-3 peut-être petits détails et puis en général c'était bon. Mais ouais, je sais pas si ça répond à votre question ou si c'est ce que vous demandiez, mais voilà, maintenant je ne sais pas vraiment avec GitHub là, du coup c'est peut-être un peu différent comment les choses sont gérées, mais voilà. Ouais, c'est bien, c'était surtout la coordination qui est intéressante. Merci. D'autres questions? Tout est clair, c'est extraordinaire. Alors, grand merci, Cyril. Merci. Et puis aussi pour toi, un petit quelque chose.